Bon, j'ai plus qu'à retrouver où j'en suis. À côté de ça, donc sur cette première partie de la phrase qui est très longue, on a à la fois donc quelque chose de moraliste et qui cherche un peu à plaire, mais on va également avoir la mise en garde contre l'amour. L'amour qui est appelé ici la galanterie. Euh, on utilise une antithèse pour le désigner. Il est à la fois agréable et dangereux. Ça nous montre la dualité de l'amour, hein, qui peut être à la fois négatif et positif. Ici, le négatif, le risque n'est pas d'avoir le cœur brisé, hein, c'est vraiment plutôt d'être déshonoré. Le cœur brisé, à la rigueur, on s'en fiche. Euh, on va avoir, bien sûr, pour corroborer cela, toute une énumération de termes péjoratifs, les tromperies, les infidélités, le peu de sincérité, les malheurs domestiques, qui vont correspondre à une mise en garde et vont s'opposer bien sûr à la suite qui est donc constituée de termes amélioratifs, tranquillité, honnête, vertueux, éclat, élévation, beauté, naissance. Tout cela c'est ce qui est évidemment ce vers quoi il faut tendre. Donc on a un monde manichéen. Manichéen, c'est quand on a d'un côté le bien, d'un côté le mal, et que c'est soit dans une case, soit dans l'autre. Ici, la façon dont Madame de Chartres présente le monde semble fonctionner de cette sorte, et l'amour est vraiment du mauvais côté, du côté obscur. À côté de cela, la phrase est structurée par les subordonnants combien qui vont être répétés. Combien, c'est le prix également. Ça va rejoindre également la préciosité avec le caractère exceptionnel de ce que décrit Madame de Chartres. Euh, Ça va donc rejoindre la conception précieuse avec un idéal à atteindre et la difficulté d'atteindre cet idéal. Cette difficulté est exprimée par exemple par l'hyperbole l'extrême défiance de soi-même. Et là on retrouve une idée qu'on pourrait avoir chez La Rochefoucauld ou chez La Bruyère. C'est l'idée que le, qu'il faut se méfier de ses instincts, que tout ce qu'on choisit n'est pas forcément un bon choix et qu'en gros notre pire ennemi c'est nous-mêmes quand on doit faire des erreurs. À côté de cela, à la toute fin, on va avoir donc toujours avec des séries d'hyperboles et de le grand soin, ce qui peut seul, etc. Voir apparaître l'apparition, voir apparaître le mari, qui est l'objectif que donne Madame de Chartres à sa fille. L'idée, c'est que l'amour pour un mari, on se marie rarement par inclination mutuelle, rappelez-vous la carte de tendre, et donc l'amour du mari, c'est un amour qui est facile à maîtriser, qui se construit sur la fidélité, le temps, qui se construit au fur et à mesure de la vie, et qui n'est donc pas dans la passion, donc qui est facile à maîtriser et qui ne va pas nous faire d'erreurs ou de folie. Le bonheur, c'est pas l'amour fou, hein, c'est pas l'amour fou réciproque, c'est vraiment la tranquillité, la respectabilité. Et on va retrouver ça de cette première apparition de Mademoiselle de Clèves à la fin, Mademoiselle de Chartres à la fin de la Princesse de Clèves. Je spoile pas ce que je vais raconter ensuite. Et donc ça correspond à l'idée de l'amitié tendre, hein, avec l'adverbe ce qui seul peut faire le bonheur. Et on observe à la fin de la dernière phrase qui est d'aimer son mari et d'en être aimé, donc avec un chiasme autour du verbe être et du verbe aimer, un parallélisme plutôt. On va avoir l'idée d'une relation. Non, ça fait un chiasme avec son mari et en être aimé. Bon, bref, le résultat est le même. On a vraiment une relation en miroir réciproque qui permet. La structure de la phrase reflète en quelque sorte l'idéal du mari et de la femme. Et pour terminer, le retour au présent et la beauté à marier dans la dernière petite partie. Cette héritière était alors un des grands partis qu'il y eut en France, subjonctif imparfait, et quoiqu'elle fût, deuxième subjonctif imparfait, dans une extrême jeunesse, l'on avait déjà proposé plusieurs mariages. Madame de Chartres, qui était extrêmement glorieuse, ne trouvait presque rien digne de sa fille. La voyant dans sa 16e année, elle voulut la mener à la cour. Lorsqu'elle arriva, le vidame alla au-devant d'elle. Il fut surpris de la grande beauté de Mademoiselle de Chartres, et il en fut surpris avec raison. La blancheur de son teint et ses cheveux blonds lui donnaient un éclat que l'on n'a jamais vu qu'à elle. Tous ses traits étaient réguliers, et son visage et sa personne étaient pleins de grâce et de charme. Alors,
Le narrateur revient dans le présent, mais dans le présent à l'imparfait, hein, je préfère le préciser, pour introduire l'héroïne à la cour, nous apprendre qu'elle est convoitée, et donc donner du sens à l'éducation donnée par sa mère, puisque c'est définitivement un personnage exceptionnel. Donc était alors, on revient dans le récit, on revient au moment où elle arrive à la cour, et donc je spoile pas la suite de ma phrase. Elle est toujours réduite à son statut de départ. On va reprendre les mots du début. Cette héritière, un des grands partis, donc elle est d'un statut social et un parti à marier. C'est un parti, c'est-à-dire une femme à marier potentiellement intéressante du point de vue financier et nobiliaire, en gros. À côté de cela, on a l'adverbe extrêmement, l'adjectif extrême pour la jeunesse. Donc la mère comme la fille, on a la même racine. Elles sont toujours hors normes. Par contre, on va voir un peu plus une critique, enfin, l'une des seules critiques de Madame de Chartres. Elle est extrêmement glorieuse. Elle ne trouve presque rien digne de sa fille. Glorieuse, si c'est un adjectif un peu péjoratif. Elle se sent donc supérieure aux autres. Et là, on est un peu dans la préciosité, hein, de ces femmes qui se sentent hors du commun et qui commandent dans un univers féminocrate, je sais pas comment dire, mais bon, bref, c'est les femmes qui commandent, quoi. Elle était sujet de beaucoup de phrases auparavant, et ça continue encore un peu ici. À côté de cela, la beauté de Mademoiselle de Chartres provoque l'admiration. Donc on reprend le lorsqu'elle arriva correspond à il parut alors une beauté. On va reprendre le même sujet, à nouveau un complément circonstanciel de temps. On revient au tout début, après l'analepse de son éducation. Le vidame alla au-devant d'elle, on a changé de sujet, cette fois-ci on prend non plus le point de vue de sa mère, mais le point de vue d'un homme admiratif. On va nous dire 2 fois qu'il est surpris. La petite... les 2 petits mots avec raison nous indiquent ici la présence du narrateur. Le narrateur approuve et admire également Mademoiselle de Chartres. Et puis après, bon, on a donc tous les termes mélioratifs, hyperboliques, la blancheur de son teint, etc., qui vont nous décrire l'idéal canonique, hein, de la beauté du XVIIe siècle. On va les trouver dans les contes, etc., dans les autres récits précieux de l'époque. Ça va être des synonymes de noblesse, de pureté, d'harmonie. Et puis elle est bien sûr à la fois moralement et physiquement parfaite, donc avec son visage et sa personne. Les grâces et les charmes à la fin, hein, sont également dans le même sens et ajoutent à la perfection en quelque sorte esthétique de départ, quelque chose qui est dans les attitudes, dans les façons de parler probablement, mais là encore on n'a pas de détails finalement. On a une hyperbole sur le personnage féminin qui est complètement idéalisé, qui devient un stéréotype de la beauté, mais on ne sait pas quels sont ses charmes, quelles sont ses grâces, qu'est-ce qu'elle fait de particulier. On n'a que les 2 détails du teint blanc et de la blondeur. À côté de ça, l'idéalisation nous la met dans une sorte de flou où chaque lecteur peut projeter la perfection qu'il souhaite. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.